Allez, c'est un jingle court aujourd'hui pour cette cette émission spéciale Iran, pour connaître un petit peu le point sur la situation, pouvoir discuter avec Fabrice, qui est expert justement des questions sur l'Iran, qui suit ce conflit avec grande attention, même, j'allais dire, depuis des années. Fabrice, ça fait des années que tu es au cordeau sur les questions entre Israël et l'Iran et les États-Unis. Et puis, ça me permet d'ailleurs de faire une petite pub pour ton canal Telegram. Si vous voulez en temps réel recevoir les principales notifications de ce conflit, les principales informations de ce conflit, ben voilà. Telegram, Fabrice, présente-nous un petit peu ton canal. Oui, donc c'est un canal qui traite essentiellement de politique et beaucoup de géopolitique. Et mes deux axes préférés, c'est la Russie et l'Iran. Voilà. Et donc là, on ne peut pas être plus au cœur de l'actualité avec ce qui se passe depuis 4 jours maintenant. Et c'est vrai que c'est un pays que je connais plutôt pas mal. Et donc, je m'intéresse à ce pays, surtout que comme beaucoup d'autres analystes, je sais que c'est une région du monde très importante. Mm. Et en ce moment, se joue quelque chose qui, à mon avis, est absolument primordial, car la guerre qui se déroule aujourd'hui entre les États-Unis, Israël d'un côté et l'Iran de l'autre, c'est une guerre qui va déterminer l'avenir du monde, je le pense vraiment, entre d'un côté donc la coalition Epstein américano-israélienne et l'impérialisme américain, et de l'autre le monde multipolaire. Si l'Iran gagne, c'est l'assurance de la victoire du monde multipolaire. Si l'Iran perd, les choses risquent de devenir plus compliquées, parce que un des objectifs de guerre, évidemment, des Américains, c'est de bloquer une fois de plus les voies d'approvisionnement de la Chine, car le grand ennemi des Américains, c'est la Chine, et ça va être, en fait, ça va leur permettre de déporter encore un petit peu plus leur pression sur ce pays. Alors Fabrice, on vient de l'apprendre à l'instant même. Je rebondis avant de dire mon information. Effectivement, alors qui nous l'a mis, je remets le commentaire à l'écran. Effectivement, notre président de la République va venir parler à 20 heures. Même, je pense qu'il a dû commencer. Restez avec nous, hein, c'est beaucoup plus intéressant, je le pense. La Maison-Blanche, elle aussi, a réagi. Donc, c'est une déclaration officielle de la Maison-Blanche qui vient de tomber à l'instant. Attention, la Maison-Blanche vient de déclarer qu'ils ne sont pas en guerre contre l'Iran. On aurait pu se méprendre, Fabrice. Vraiment, on aurait pu croire qu'ils étaient en guerre, mais pas du tout. Ils sont en MMO. Alors, ce n'est pas le SVO russe, c'est le MMO américain. Alors, MMO, ça veut dire Major Military Operation. Et donc, les buts de cette MMO ont été listés. Il y a quatre points. Il y a démilitarisation de l'Iran, protection des USA contre les menaces iraniennes, incluant celles à venir. Excusez-moi, je fais la traduction en temps réel. Et l'élimination de l'ayatollah terroriste, du régime terroriste, pardon, de l'ayatollah. Et enfin, quatrième point de ce MMO, les garanties que l'Iran n'aura pas à l'avenir d'armes nucléaires. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur cette déclaration officielle à l'instant de la Maison-Blanche ? Oui, alors clairement, c'est une guerre, mais les Américains et Trump ne peuvent pas dire que c'est une guerre, parce que s'il déclare une guerre, s'il mène une guerre contre un pays, il est normalement obligé de passer par le Congrès. Or là, il a commencé cette guerre sans même en avoir référé au Congrès, sans même en avoir reçu l'autorisation. C'est pour cette raison d'ailleurs que Trump se retrouve aujourd'hui dans une situation très inconfortable, parce qu'il est clair et net que sa stratégie, comme celle qui avait été mise au point avec le kidnapping de Maduro pour faire un changement de régime, il aurait aimé que ce qu'il a mis en place contre l'Iran ne dure que quelques heures, voire quelques jours. Or là, c'est une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et maintenant, Trump va être obligé de ramer très fortement pour faire admettre à son Congrès que même si la guerre dure, ça reste une opération limitée de changement de régime. Après, quand il dit garantie que l'Iran n'est pas la bombe nucléaire, tout le monde sait sur cette planète, à part ceux qui ne veulent pas l'écouter ou le voir, que les Iraniens ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas
la bombe nucléaire. L'ayatollah Khamenei en avait fait même une fatwa, c'est-à-dire interdiction vis-à-vis de la loi religieuse de posséder une arme de destruction massive comme la bombe nucléaire. Et on sait aussi d'ailleurs que les Iraniens s'étaient toujours conformés aux injonctions de l'AIEA sur les visites des sites nucléaires, etc., qu'il y avait eu des accords qui avaient été signés sous Obama, qui avaient été déchirés à l'époque par Trump. Donc en fait, ça, c'est une excuse pour rentrer en guerre contre ce pays. On en a déjà parlé lors de la dernière émission. Rappelons-nous, ça fait 30 ans que Netanyahou nous dit que dans 15 jours, l'Iran aura la bombe nucléaire. Or, il y a 30 ans, il ne l'avait pas plus qu'aujourd'hui. Et la véritable raison, évidemment, elle est ailleurs. Alors, je vous renvoie d'ailleurs effectivement à deux vidéos. La vidéo de samedi avec Nicolas Mirkovic, avec Xavier Moreau et avec Fabrice Sorlin. Samedi soir, on était en direct et on a pris l'information à chaud pour donner notre première impression. Donc, je vous renvoie à cette vidéo de samedi, puis également sur la partie sur le volant américain, c'est-à-dire la politique intérieure, l'ébullition qui est en train de se propager aux États-Unis à l'intérieur même du camp républicain MAGA. Là, je vous renvoie ma petite vidéo Le Monde de Donald qui est sortie hier de mémoire, lundi soir. Et je vous présente mes excuses parce que comme je suis à Istanbul, la connexion est très mauvaise, donc on a peut-être on a des problèmes peut-être audio et vidéo, donc si c'est encore le cas ce soir, je vous présente mes excuses, on fait au mieux. Fabrice, on va prendre des questions parce que le but du jeu de ces petites émissions qu'on va faire en direct tout au long de ce conflit, ce sera de pouvoir parler avec vous. Alors justement, la première question, elle vient de Vlad. C'est pas Vladimir. Enfin, en tout cas, c'est Vladimir, mais c'est pas celui auquel on pourrait penser. Question au grand Fabrice, donc c'est toi. C'est le président, je crois, Ahmadinejad, si je dis pas de bêtises. L'ancien président. L'ancien président, ultra-conservateur. Est-il mort? Et sinon, quelle est sa doctrine? S'il n'est pas mort, donc quelle est sa doctrine sur l'arme nucléaire? Je pense que tu viens déjà d'aborder un petit peu la question. Alors, est-il mort? Il y a des bruits contradictoires. Certains disent qu'il est mort, sa famille dit qu'il n'est pas mort. En fait, pour le moment, en tout cas, on n'a aucune preuve qu'il est vivant. Voilà. Et il se pourrait qu'il ait été assassiné, mais là, je dois dire que même en cherchant, puisque j'avais vu ces informations passer, on n'a aucune preuve aujourd'hui pour savoir s'il est mort ou pas. Il est fort probable qu'il le soit, mais encore une fois, je mets ça avec des guillemets. Parce que s'il ne l'était pas, probablement qu'il aurait sorti une vidéo ou quelque chose comme ça pour montrer qu'il est toujours vivant. Après, en ce qui concerne la doctrine sur le nucléaire, de toute façon, la question se pose d'une façon différente à partir du moment où l'ayatollah, l'ayatollah Khamenei et le prochain ou son précédent décident en tout cas d'interdire ou de mettre une fatwa sur le nucléaire, le politique, c'est-à-dire le président, à l'époque Ahmadinejad, devait obéir à la loi religieuse. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que c'est l'ayatollah qui, in fine, décide si oui ou non l'Iran doit ou non posséder la bombe nucléaire. On va voir ce que le prochain ayatollah décidera, le guide suprême, je veux dire, sachant qu'à l'heure où on se parle, eh bien, l'Assemblée des experts, qui est composée de 99 personnes, sont en train de voter pour savoir qui remplacera l'ayatollah Khamenei. Donc probablement, d'ici quelques heures ou demain, nous aurons des nouvelles et on saura qui remplacera l'ayatollah assassiné samedi matin. Alors, je réponds à assistance domicile. Si, samedi, c'était bien en direct, vous le voyez, il y avait tous les commentaires, on a même réagi à certains commentaires en direct, donc on ne peut pas faire plus en direct que samedi. Effectivement, dimanche, Divergence politique n'a été, je crois, qu'une seule fois dans l'histoire de Divergence en direct. Divergence, malheureusement, est enregistrée le vendredi matin. C'est pour ça que, effectivement, dimanche soir, il y avait probablement un décalage sans les lumières avec l'actualité. Fabrice, on voit côté américain quand même une prise de parole qui a été très très forte de Tucker Carlson aujourd'hui, qui a accusé Israël en fait d'avoir commandité des attentats sous faux drapeau, notamment dans certains pays du Moyen-Orient. Le message de Tucker Carlson a été repris par Candace Owen, donc ça a fait une double caisse de résonance. Est-ce qu'on peut imaginer
qu'Israël soit effectivement derrière des tentatives d'attaque sur des territoires du Moyen-Orient qui sont, à l'heure où on parle, alliés d'Israël et des États-Unis. Alors, je ne crois pas qu'on puisse parler d'alliés avec Israël. Israël n'a pas d'alliés au Moyen-Orient. Il a des vassaux au Moyen-Orient. Ce sont les pays arabes, en fait, qui servent les intérêts d'Israël, mais on ne pourra pas parler d'alliés. Netanyahou ne voit pas les choses de cette façon-là. Netanyahou n'a qu'un seul objectif en tête, c'est le grand Israël. Israël tel qu'il existe actuellement, ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Israël tel qu'il existe actuellement n'est pas viable. C'est trop petit. C'est trop dépendant des Américains, des Européens, c'est trop dépendant des hydrocarbures qui viennent d'ailleurs, des technologies, etc. Donc, Israël, aujourd'hui, a besoin de s'agrandir pour pouvoir exister. Et le Grand Israël, c'est un vaste projet qui empiète sur le Liban, sur la Syrie, sur l'Égypte, sur l'Irak, sur l'Iran. Et là, on comprend mieux pour quelles raisons Netanyahou tient absolument à nous faire croire depuis 30 ans qu'on doit rentrer en guerre contre l'Iran parce que l'Iran est à deux doigts de se procurer la bombe nucléaire. En réalité, il veut absolument fracasser et faire exploser en fait l'Iran. J'en avais déjà parlé lors d'une vidéo. L'Iran est un pays multiethnique. Il y a différentes ethnies qui cohabitent les unes avec les autres. Il y a évidemment une ethnie principale qui sont les Perses, mais il y a aussi les Balouches, il y a aussi les Azéris, on appelle ça l'Azerbaïdjan iranien, il y a les Kurdes, etc., etc. Et ce qu'il veut, c'est faire en sorte que ce grand pays soit éclaté en différents petits pays, de façon à pouvoir prendre la partie du territoire qui l'intéresse. Voilà ce qu'on peut dire. Après, concernant, pour répondre un peu plus précisément à la question, aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que la stratégie de l'Iran, c'est avant tout de mettre une pression telle sur les épaules de Trump pour forcer Trump à arrêter la guerre et à repartir sur les négociations parce que, on le sait maintenant, l'Iran a toujours accepté de négocier avec les Américains. Simplement, ils ont accepté de négocier. Ça veut dire, comme son nom l'indique, on négocie sur les termes d'un contrat. Or, Trump a dit, les négociations, c'est ça ou c'est rien. Et comme les Iraniens ont dit, ça peut pas être ça, Trump a dit, c'est rien, donc on fait la guerre. Voilà. Donc, alors, ça c'est intéressant ce que tu dis. Je te coupe parce qu'on a une information qui est sortie, qui vient de la bouche de Benjamin Netanyahou. Donc, on peut pas faire plus au fait de la question. Et Netanyahou dit deux choses. Il dit, premièrement, lorsqu'il a rencontré Trump en campagne, donc c'est-à-dire avant que Trump soit de nouveau élu, Trump lui avait fait part du fait qu'il faudrait arrêter l'Iran. Alors, toujours dans cette idée de non-accès au nucléaire. Donc, c'était quelque chose qui était déjà anticipé depuis longtemps, au moins psychologiquement, ou au moins, il y avait des vraies discussions entre Israël et les États-Unis depuis assez longtemps. Et Netanyahou a même précisé que en tout cas, je dirais les réflexions stratégiques, la stratégie militaire datait d'il y a plus de 2 mois. Donc, on n'est pas dans l'immédiateté. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de la véracité des négociations côté américain. Ouais. En tout cas, on peut aussi se poser la question de la véracité de ce que vient de dire Netanyahou. Autant il est clair et net que cette guerre n'a pas été préparée en quelques heures. Donc, c'est sûr que lorsque Trump a commencé les négociations avec l'Iran, il avait déjà pris la décision de les bombarder. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, est-ce que Trump, avant même d'être élu, le pensait? J'en suis un peu moins sûr. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense que tôt ou tard, il va y avoir un conflit entre Trump et Netanyahou, parce que l'intérêt de Trump, c'est évidemment que cette guerre dure le moins longtemps possible et fasse le moins de dégâts économiques possible, notamment à la population américaine, pour des raisons évidentes que sa base MAGA déjà ne soutient pas cette guerre, et parce qu'il y a les élections en novembre, les midterms, les fameuses élections de mi-mandat, alors que Netanyahou, lui, est en train de se dire, il n'y aura pas une deuxième occasion comme celle-ci d'avoir les Américains à mes côtés pour mener cette guerre en Iran, donc j'irai jusqu'au bout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là, il y a une sorte de course contre la montre qui est en train d'être instaurée.
Trump veut finir cette guerre le plus vite possible. Les Iraniens, leur stratégie, ça va être de tenir le plus longtemps possible, de façon, encore une fois, à créer ce conflit entre Trump et Netanyahou, et de façon à ce que, parce que c'est déjà ce qui est en train de se passer, en prenant aux bases militaires qui sont dans les pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Koweït, etc., eh bien, et en s'en prenant aussi à tout ce qui touche les infrastructures énergétiques, et notamment en bloquant le détroit d'Ormuz et en s'en prenant aux grosses sociétés, notamment qatari et dubaïotes sur les fournitures de gaz et de pétrole, eh bien, tous ces pays-là sont en train de se retourner, ou en tout cas de mettre une pression sur Trump en leur disant « mais le coût est trop élevé, arrêtez cette guerre ». Et c'est toute la stratégie donc, des Iraniens, c'est de faire en sorte que le coût politique, économique et diplomatique de cette aventure soit trop élevé. Alors on affiche la question. On n'a absolument rien à faire. Lui, il est dans son grand projet. On affiche la question et puis je réponds à la question. Est-ce que Brigitte est mort? C'était Lola qui nous écrivait ça. Non, il n'est pas mort. On revient plus sérieusement à la question de MRC. Est-ce que vous pensez que les USA et Israël, même en rapatriant tout leur stock de missiles anti-aériens, puissent tenir longtemps? That is the question, Fabrice. En fait, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un conflit qui est en train de se dérouler en Ukraine. Depuis 4 jours, on a un peu tendance à l'oublier. Fournir l'Ukraine, fournir Israël, fournir l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Oman, etc., en missiles antimissiles sur plusieurs semaines au rythme où ça va, c'est strictement impossible. Et c'est là, justement, un nouveau casse-tête pour Trump. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un point important. Et c'est là où, quand même, militairement, on peut dire que les Iraniens marquent des points. C'est qu'ils sont en train de montrer aux pays dans lequel il y a des bases américaines que les Américains en ont strictement rien à faire de leur sécurité. C'est-à-dire que le deal à la base, c'est de dire les Américains ont été voir tous ces pays du Golfe en leur disant on assure votre sécurité, en échange de quoi vous vendez votre pétrole en dollars. Les pays du Golfe ont accepté, moyennant quoi aujourd'hui, à l'heure où il y a une guerre, eh bien, on se rend compte que les missiles antimissiles vont prioritairement en Israël et non pas dans les pays que les Américains sont censés protéger, puisque en fait, les Iraniens aujourd'hui ont parfaitement pris en compte, analysé ce qu'ils avaient fait lors de la guerre, la guerre des 12 jours de juin 2025, où ils avaient envoyé, on se souvient, des missiles par dizaines ou par centaines pour saturer l'espace aérien des Israéliens. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des drones, des petits drones par-ci par-là, des drones qui valent 25 000 $, là où des missiles antimissiles patriotes valent 2 millions. Et donc, c'est pas possible, si vous voulez, de remplacer ce stock-là avec la technologie que ça demande, avec le prix que ça coûte, d'une façon aussi importante. Or, de leur côté, les Iraniens, eux, possèdent des dizaines de milliers de ce genre de drones et des dizaines de milliers de missiles bon marché. Et je tiens à préciser, et après je termine sur cette question, jusqu'à présent, on n'a quasiment jamais vu de missiles hypersoniques ou de missiles sophistiqués. Il y en a eu quelques-uns, mais très peu. Je pense que toute la stratégie des Iraniens aujourd'hui consiste à taper sur les radars, fatiguer justement les missiles antimissiles, et une fois que l'espace aérien sera ouvert, ils vont sortir, je pense, l'artillerie lourde et là commencer à taper vraiment là où ça fait mal. Alors justement, je vais dans le sens de ce que tu viens à l'instant de dire, puisque c'est confirmé, on a donc la confirmation que 2 systèmes radar THAAD, donc les fameux systèmes de défense aériens américains, auraient été, enfin c'est pas aurait, c'est une confirmation, ont été détruits. Deuxième chose, pour répondre ou aller dans ton sens, effectivement, ça a été confirmé par la Maison-Blanche dans la déclaration des 6 soldats américains aujourd'hui décédés après 4 jours. Ils ont été abattus par des drones et non pas des missiles. Donc ça, c'est important. On n'est pas encore effectivement arrivé à la question des missiles les plus puissants dont tu parles, Fabrice. On va faire
on va faire très court pour cette question-là parce que je pense que la réponse est à peu près évidente. L'armée israélienne sait qu'elle ne peut pas gagner contre l'Iran. Est-ce que ce ne serait pas donc une excuse pour lancer une bombe nucléaire? Voilà. Donc, moi, je ne crois pas du tout que Israël lancera une bombe nucléaire sur Téhéran. Est-ce que tu veux dire différemment de moi? Je pense que Netanyahou est capable de tout. Je pense qu'il est véritablement capable de tout. Maintenant, s'il le fait, c'est la fin d'Israël. Oui. Parce que de toute façon, il n'y a pas de bonne issue pour lui non plus. S'il lance une bombe nucléaire aujourd'hui, tous les pays qui jusqu'à présent soutenaient Israël pour des raisons différentes tourneront le dos, sauf peut-être les Européens et les Américains, mais en tout cas tout le reste du monde entier, et même les pays du Golfe se retourneront contre Israël. Donc je pense que ça ne sera pas la bonne solution, mais une bombe nucléaire tactique, je pense qu'il est capable de le faire. Il y avait c'était pas une question alors qui était notée, mais effectivement, je voudrais bien reprendre un petit peu ça. Est-ce qu'il faudrait pas, en fait, est-ce que stratégiquement, l'Iran ne devrait pas finalement aller ouvertement sur un programme nucléaire pour assurer sa protection à l'avenir? Et il faut regarder ce qui se passe en Corée du Nord. Pour quelles raisons les Américains ne font pas la moitié ou du quart de ce qu'ils font en Iran? C'est parce que justement, la Corée du Nord a la bombe nucléaire. De toute façon, on le sait, hein, la bombe nucléaire, c'est l'assurance ultime pour ne pas avoir de problème. Après, pour quelles raisons? Alors que les Iraniens ont dépensé, les estimations vont de 250 milliards à 500 milliards de dollars pour développer le nucléaire civil. Ils n'ont jamais été jusqu'au nucléaire militaire, justement pour éviter, en se disant, si on fait ça, il n'y aura pas de guerre contre nous. Je pense que c'est une certaine naïveté de leur part. Donc, on verra maintenant ce que la prochaine administration décidera. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'à l'heure où on se parle, l'homme fort de l'Iran s'appelle Ali Larijani. C'est lui le responsable de la sécurité nationale. Et Ali Larijani, c'est un ancien des gardiens de la Révolution. C'est quelqu'un qui a mené toutes les négociations, ou une grande partie des négociations sur le nucléaire. Donc c'est un fin diplomate, un fin politique. Il a la confiance des Russes, il a la confiance des Chinois, et c'est un conservateur. C'est un conservateur. Et le deuxième homme fort s'appelle Vahidi. C'est le responsable des gardiens de la Révolution, qui lui est un conservateur très pro-chinois, très pro-russe. Donc en réalité, et ça je pense que c'est important, c'est pour ça que j'en parle, c'est que le fait d'avoir décapité, d'avoir tué l'élite dirigeante politique et religieuse le premier jour, le samedi matin, en réalité n'aura pas donné, absolument pas donné les résultats escomptés, qui étaient évidemment de se dire, si on tue une quarantaine de responsables, les plus hauts dignitaires, forcément ceux d'après vont vouloir accepter nos conditions, ou forcément les manifestations vont se déclencher dans l'Iran. Ni l'un ni l'autre. Rien ne s'est passé comme prévu. Et aujourd'hui, en fait, à la place de cette élite qui était plutôt conciliante, hein, puisque rappelons qu'en juin 2025, ils acceptent de négocier, et que là, juste avant le déclenchement de la guerre, ils acceptaient encore une fois de négocier. Or, le nouveau, donc l'homme fort, Ali Larijani, vient de déclarer qu'il n'y aura plus aucune négociation avec les États-Unis d'Amérique. En réalité, ils ont tout perdu. C'était un très mauvais calcul de la part de Trump. Fabrice, on a appris aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, effectivement, envoyait le Charles de Gaulle dans la Méditerranée, bon, c'est bien, que les avions Rafale allaient protéger les Émirats Arabes Unis, et notamment la base française aux Émirats Arabes Unis, et éventuellement même que la France pourrait frapper à la source, là je mets les guillemets, puisque ce sont les mots qui ont été dits, à la source. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans quelque chose qui pourrait, effectivement, sa question d'Aurélien, s'apparenter à une future guerre d'alliance entre, d'un côté, l'Occident tel qu'on le connaît depuis 2022, et entre les pays des BRICS. Alors, même si les pays des BRICS, ça, ils ont pris quand même, je pense, un sérieux coup dans la gueule. Je rappelle que dans les BRICS, il y a l'Iran, mais il y a aussi les Émirats Arabes Unis et aussi l'Arabie Saoudite, donc plus
plus l'Inde qui était venue, Modi qui était venu quelques jours avant les frappes prendre dans ses bras Netanyahou. Bon voilà, je pense que les BRICS, ça politiquement, la prochaine réunion risque d'être un petit peu animée. Alors, les BRICS n'ont jamais été une alliance militaire, hein, ça il faut quand même le préciser. Du reste, je pense que ça c'est une des erreurs de l'ancienne administration iranienne qui a refusé, au moment où les Russes leur avaient proposé une alliance militaire, de protection militaire, les Iraniens ont refusé. Je pense qu'aujourd'hui, ils doivent le regretter amèrement. Donc voilà, juste pour rappel, les BRICS, ce n'est pas une alliance militaire. Maintenant que la France participe au conflit d'une façon ou d'une autre, j'ai envie de dire qu'est-ce que ça va changer. Aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines d'avions, que ce soit les avions israéliens ou américains qui bombardent l'Iran. 20 rafales de plus, à mon avis, ça va pas changer grand-chose. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'Iran aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, leur façon de frapper la coalition, c'est même pas Israël qui frappe en priorité aujourd'hui. On a l'impression que Israël est un but secondaire pour l'Iran, à l'heure où on se parle, je dis bien. L'idée pour eux, encore une fois, c'est vraiment de s'en prendre aux pays plus faibles de façon à mettre une pression sur Trump. Voilà. Et je pense qu'une fois que ce gâteau-là sera mangé, ils réservent le meilleur, si je puis dire, pour Israël. Mais aujourd'hui, en fait, c'est même pas Israël, c'est pas Israël qui est le plus bombardé. Ce sont les pays du Golfe. Ouais, justement, alors là, Clown Intelligent, d'ailleurs qu'on remercie pour son don, merci mille fois du soutien. C'est la seule chose qui permet à des petites chaînes comme nous, toutes ces chaînes indépendantes, GPTV, TV, Liberté, Toxin, tous, de survivre. C'est votre soutien, donc merci mille fois déjà Clown Intelligent. Deuxièmement, c'est la question de Clown Intelligent. L'Iran a-t-elle les moyens de liquider Netanyahou et est-ce que c'est même un objectif? Je pense que s'ils en avaient l'occasion, ils le feraient. Il faut quand même se rendre compte qu'en assassinant l'ayatollah Khamenei, c'est un petit peu comme si pour nous, catholiques, Netanyahou et avec son compère Trump assassinaient le pape, Léon XIV. Voilà, donc il faut quand même mettre les choses et les comparer. C'est exactement, ça a eu une déflagration énorme dans tout le monde chiite. Donc, je pense qu'effectivement, s'ils pouvaient le faire, ils le feraient. Maintenant, je ne pense pas que les services de renseignement iraniens soient aussi puissants, affûtés et autant de moyens, évidemment, que les services israéliens ou américains. Alors, petite question également de Philippe. Pensez-vous que nous allions vers la Troisième Guerre mondiale? Ça, c'est la question. On peut tous prier pour qu'on n'y arrive pas. Je pense qu'il y a quand même des acteurs rationnels encore sur cette terre, comme les Chinois, comme les Russes, qui font tout pour l'en empêcher. Je pense que les Iraniens, leur objectif, évidemment, ça je l'ai déjà dit, c'est de régionaliser ce conflit. Ils sont en train aujourd'hui, on voit à Bahreïn, il y a quand même une forte minorité chiite sur cette île. Ils sont en train de les activer. Ils sont en train d'activer aussi la même chose en Irak, en Syrie. Voilà, ils veulent créer un chaos au niveau régional. La guerre mondiale, j'ai envie de dire, moi, je pense pas quand même qu'on en arrive là. Tout va dépendre un petit peu de ce que les Européens vont décider. Pour le moment, les Européens n'ont pas trop l'air décidés à prendre part à ce conflit. Ils n'en ont pas les moyens. Ils n'en ont pas les moyens non plus. On n'a pas les moyens. Non seulement on n'a pas les moyens forcément militaires de faire une projection aussi loin avec des avions. Enfin, la France en a les moyens, mais il n'y a pas beaucoup d'autres pays dans l'Union européenne qui en a les moyens. Mais il y a aussi une pression, la pression de la rue en France. Ben voilà. On y arrive, et c'est la question de Nathalie. C'est la question de Nathalie qui dit: je n'arrive pas à comprendre l'intérêt que peut avoir les États-Unis dans cette action. Pouvez-vous m'éclairer? Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une pression, alors là, peut-être pas de la rue aux États-Unis, mais en tout cas des lobbies? On en parle beaucoup sur cette chaîne. Il y a de toute façon deux hypothèses possibles. Soit Trump, effectivement, était décidé à mener cette guerre contre l'Iran pour faire en fait en Iran ce qu'il a fait au Venezuela, c'est-à-dire s'emparer des richesses du pays et faire en sorte que le pétrole présent en Iran soit vendu à nouveau en dollars aux Chinois.
parce que ça peut évidemment être un but de guerre, ou alors il se peut que la deuxième hypothèse, ça soit que pour ces mêmes raisons, mais Trump ne voulait pas forcément au démarrage d'une guerre, mais que, fidèle à sa doctrine qui consiste à mettre un énorme coup de pression au début de chaque négociation, de façon à arriver le plus fort possible autour de la table de négociation et de signer et de faire admettre en fait ces conditions à la partie adverse, qu'il ait rassemblé toute son armada autour de l'Iran et que là, Netanyahou en a profité pour attaquer, obligeant ainsi Trump à suivre pour pas une fois de plus paraître pour l'imbécile, le toutou de Netanyahou. Mais dans un cas comme dans l'autre, j'ai envie de dire de toute façon, le grand perdant de cette opération, pour moi, c'est indéniablement, ça va être Trump. Ça sera Trump. Il a mis tout son héritage politique sur ces 10 dernières années sur cette action. Il est en train de perdre, puisque, on l'a vu, j'en ai déjà parlé, l'Iran n'a aucune intention de capituler. L'Iran est prête à encaisser. L'Iran s'est préparé à cette guerre pendant des dizaines d'années. Elle savait que ça allait arriver. Et croyez-moi, les montagnes iraniennes sont comme un gruyère, remplies de tunnels et d'immenses salles remplies de missiles. Donc, en même temps, on aura la réponse dans quelques semaines. Alors, Serge, je pose une question. Moi, personnellement, je n'ai pas suivi l'histoire de la centrale nucléaire israélienne. Donc, si toi, tu sais, est-elle toujours en état? Alors, j'ai pas vu d'informations sur ce sujet. J'ai vu des informations passer comme quoi les Iraniens avaient réussi à taper dessus. C'est pareil, il n'y a pas de confirmation. Le problème, c'est que là, on est sur de l'information ultra rapide. La guerre a commencé il y a 4 jours à peine. On voit une information, elle est démentie quelques jours après. C'est un petit peu difficile de faire la part des choses, mais effectivement, certains canaux d'information disent qu'elle a été tapée, d'autres disent que non. Je suis désolé. Ça, c'est le genre de choses où on n'a pas le recul nécessaire à quelques heures du début des opérations pour pouvoir donner ce genre d'informations. Il faut rappeler qu'effectivement, mine de rien, on est abreuvé d'informations. On voit tellement de choses passer. Ça ne fait que 4 jours que ce conflit a commencé. Justement, est-ce qu'on peut répondre à Kubal, Tino, qu'en est-il de la protection aérienne de l'Iran? Est-ce qu'on a une idée à peu près dans quel état est-elle? Elle ne va pas très bien, ça c'est clair et net. Mais ça aussi, je pense que c'est une des erreurs des Iraniens, c'est que les Russes leur avaient proposé les systèmes S-400, etc. Les Iraniens ont mis beaucoup de temps à accepter et ils ont préféré leur propre production. Et aujourd'hui, on voit bien que le ciel, clairement, le ciel, il appartient à la coalition américaine, israélienne. Voilà. Alors, je réagis. Pardon. Non, je vais finir. C'est de l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu de changement de régime sur des attaques aériennes. Il faut, à un moment ou à un autre, que des soldats descendent. Trump a changé d'avis 10 fois depuis samedi sur cette question, puisqu'au début, il n'était pas question d'envoyer des boys au sol. Finalement, peut-être. Finalement, non. Et finalement, peut-être. Et finalement, il s'exclut rien. Bon, bref, c'est du Trump dans le texte. Non, mais s'il en envoie au sol, ça sera pas. En fait, il va d'abord envoyer ses proxys, c'est-à-dire les Kurdes irakiens. Oui. Et avec quelques forces spéciales pour les guider, les entraîner, etc. Mais il n'enverra jamais. Parce que pour envahir un pays comme l'Iran, c'est tout simplement. Même le dernier des crétins le sait. Il faudrait des centaines de milliers de GI. C'est impossible, ça. Alors, je réagis. Là, c'est pas une question, mais je réagis à Johnny qui parle du taux d'enrichissement d'uranium et du potentiel de 3 bombes nucléaires. Effectivement, alors c'est une information que j'ai vue sur d'autres canaux en plus, des médias de grand chemin, effectivement, des experts, prétendus experts, notifiaient que peut-être Trump a dit ou non, il y avait peut-être la capacité de. C'est Witkoff. C'est Witkoff. C'est Witkoff qui faisait partie de l'équipe des négociateurs à justifier la guerre. Parce que tout le monde rame du côté de l'administration américaine pour justifier cette guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Rubio a dit que ce n'était pas eux qui avaient commencé la guerre. Alors ça, c'est exceptionnel. En fait, ils ont tous dit des choses différentes et contradictoires, ce qui prouve qu'ils sont aujourd'hui dans une situation très inconfortable. Donc, pour finir là-dessus, Witkoff a dit que le premier jour des négociations
qu'il avait eu avec la partie iranienne, les Iraniens avaient dit on a assez de nucléaire pour faire 3 bombes nucléaires. Voilà. Donc ça, c'est invérifiable, évidemment, et c'est la bonne excuse, encore une fois, quand on veut abattre son chien, on accuse d'avoir la rage. Hein. Bon. Merci Johnny. En tout cas, bon, on va essayer d'y comprendre un peu mieux. En tout cas, allez, demi-heure. C'est pas grave. Non, bon, ça, c'est pas une question, on va pas la mettre. Je rappelle qu'on est sur YouTube, on va se faire censurer la chaîne. Euh, on avait dit en plus un quart d'heure, on est déjà à plus de 36 minutes. Fabrice, il y a beaucoup de gens en ligne et beaucoup de questions. Alors, on va essayer de prendre, peut-être si tu es d'accord, Allons-y. deux questions, trois questions. Allez, trois questions pour finir. Je suis en train de les chercher en temps réel parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Alors, bon, on va afficher ça le temps que je trouve une question. Merci, MT. L'Irak peut-il s'allier à l'Iran? Allez, voilà, une très bonne question. L'Irak, Alors, ça c'est une question de Guillaume. Merci Guillaume. L'Irak peut-il s'allier à l'Iran? Alors, l'Irak, il faut bien comprendre, c'est un petit peu comme l'Iran. Il y a plusieurs ethnies qui se font la guerre déjà et plusieurs tribus qui se détestent. Au sein de l'Irak, il y a des chiites, il y a des sunnites. Depuis, en fait, que Saddam Hussein a été renversé, c'est un pays il y a les Kurdes. Donc, voilà, c'est une mosaïque, en fait, assez compliquée à tenir. Ce qui est sûr, c'est que à l'heure où on se parle, on sait que Trump et Israël comptent énormément sur les Kurdes d'Irak pour récupérer ce que les Kurdes estiment être leur territoire en Iran. Et donc, leur but, puisque, comme je l'ai dit, on ne peut pas faire de changement de régime juste en bombardant un pays, il faut à un moment ou à un autre qu'il y ait des troupes au sol. Le but, c'est d'envoyer ces troupes-là au sol. Donc, elles sont armées, elles sont financées, elles sont entraînées par les Israël et par les Américains. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'aujourd'hui, les Iraniens tapent très fortement sur le Kurdistan irakien en prévision de cette invasion qui pourrait avoir lieu. Et d'ailleurs, les Israéliens, eux, tapent beaucoup avec leur avion sur l'ouest de l'Iran, là où se trouve l'armée iranienne qui attend le pied ferme, justement, les Kurdes. Donc oui, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il il y a déjà des conflits à l'intérieur de l'Irak entre les différentes factions, les chiites d'un côté, les Kurdes de l'autre, les sunnites, etc. Et tout le jeu des Iraniens, ça va être de faire en sorte que ce genre de conflit se produise un petit peu dans tous les pays pour créer une sorte de chaos et encore une fois pour que tout ça finisse sur les épaules de Trump qui sera obligé à un moment ou à un autre de faire marche arrière et de faire ce qu'il sait faire le mieux, c'est de dire voilà, ça y est, on a atteint nos objectifs, même si aucun des objectifs ne sera rempli, et de dire on a gagné la guerre, on plie les bagages, on rentre chez nous. Non, ça c'est du Trump. Question de Vlad toujours qui pose la question. La Turquie a souvent le cul entre deux chaises. Je fais la traduction en temps réel. Que pense-t-il de cette agression? Alors moi qui suis à Istanbul ce matin, je crois que c'était ce matin ou hier en fin de journée, mais c'était ce matin, j'en suis quasiment sûr. Il y a eu une tentative d'attaque sur une base américaine qui est située en Turquie par des drones. Alors, il n'y a pas eu de dégâts, mais il y a eu quand même une tentative par des drones euh, de faire du dégât, en tout cas pour la première fois en Turquie. C'est quoi à peu près le message d'Erdogan? Comme Poutine d'ailleurs, tout à l'heure on nous disait, ouais, Poutine, il n'a pas assez pris la parole. Si, il a pris la parole. Erdogan aussi d'ailleurs. Quel est leur ressenti sur la situation? Erdogan aussi, et a même apporté ses condoléances au peuple iranien et à la famille de l'ayatollah Khamenei, alors même qu'on sait que l'entente entre l'Iran et la Turquie n'est pas très bonne, puisqu'ils se sont longtemps disputés sur le dossier syrien, où l'Iran avait ses propres intérêts, les Turcs avaient leurs propres intérêts. Et malgré tout, et malgré justement le fait qu'il y ait eu des tentatives d'accéder à la base américaine qui se trouve sur le sol turc, eh bien Erdogan a pris la parole pour, en tout cas, soutenir et pas forcément soutenir, mais en tout cas apporter toutes ses condoléances et condamner l'assassinat de l'ayatollah Khamenei. Donc ça, c'est quand même intéressant. Je pense qu'il est il est tout à fait possible en réalité que ces pays-là, en tout cas, notamment comme la Turquie, utilisent ce prétexte pour demander aux Américains de plier bagages et de fermer leur base militaire. C'est ça qui pourrait être intéressant. Alors, je cherche une toute dernière question parce que je m'étais engagé à trois.
Alors non, je vais pas encore faire Vlad. Vlad a eu deux questions déjà. On va essayer de trouver une question. Je suis désolé, il y a énormément de commentaires. Vous êtes nombreux en ligne. Allez, bah voilà. La dernière question, elle va être Cocorico. Ça va être une question française de Thomas. Thomas qui pose la question, que peut faire le porte-avions français donc Charles de Gaulle en Méditerranée? Acte de présence, je pense qu'en réalité, c'est plus une décision de politique intérieure de Macron qui est en difficulté, qui veut montrer, il a besoin là en ce moment de montrer que c'est un homme fort. Je ne sais pas ce qu'il a, c'est la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. On l'a vu partir en vrille totalement il y a quelques heures en disant qu'à partir de maintenant, la France allait créer plus d'ogives nucléaires et qu'il ne dirait pas le nombre. On ne sait pas pourquoi. Personne n'a menacé la France, ni les Russes, ni les Chinois, ni les Iraniens. Et on a l'impression, en fait, qu'il est content d'avoir un jouet qui s'appelle le Charles de Gaulle, qu'il l'envoie là-bas. Je pense qu'il a été extrêmement blessé dans son orgueil de ne pas avoir été mis au courant ni par les Israéliens, ni par les Américains qui sont censés être des alliés de la France de cette opération qui allait se dérouler en Iran et qu'il veut jouer un rôle dans cette coalition d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas, militairement parlant, encore une fois, ça ne va pas changer grand-chose pour les Iraniens parce qu'au maximum, je pense que la France est capable. Alors là je dis ça avec quelques pincettes. Des experts sur l'armement militaire français peut-être me contrediront, mais je pense qu'on est capable de faire voler à peine une trentaine d'avions de chasse dans un ciel qui en compte déjà des centaines. Je pense pas que ça fera une grosse différence pour les Iraniens. Allez, on va faire comme Dalila. Dalila, c'est une habituée de nos émissions. Donc là, je pouvais pas voir son commentaire et ne pas enfin, ou sa question et ne pas te la poser. Ce sera véritablement la dernière. Allez, on finit avec Dalila, qui demande, donc déjà, qui dit bonjour à tous. On la salue également. Qui demande Rubio et Trump qui ont déclaré donc que les États-Unis ont été contraints et forcés. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse? Bien sûr que oui, c'est un aveu de faiblesse parce que, et c'est d'ailleurs ce qui suscite la colère de la base MAGA aux États-Unis. Que font les États-Unis d'Amérique à 9000 km de leur côte pour aller faire la guerre à un pays qui n'a pas les moyens technologiques de taper sur des villes du continent américain? Voilà, c'est toute la question. Et qu'est-ce que ça va coûter? On voit aujourd'hui, ça on en a très peu parlé, on peut vite faire ouvrir une petite parenthèse là-dessus, les Iraniens ont fermé le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, le baril de pétrole est de $80 et les Iraniens ont dit 84. Les Iraniens ont clairement dit que leur objectif, c'était de le monter à $200. Est-ce que vous imaginez un petit peu la panique que ça va être en Occident, Europe, États-Unis? Et donc, c'est ça qui provoque la colère des Américains. Et effectivement, l'aveu de faiblesse de Trump, c'est de s'être fait berner par son grand ami Netanyahou, qui en réalité se fiche complètement de Trump. Il a ses propres objectifs, je le répète. Son objectif, c'est le grand Israël. Voilà. Il y avait une super question de Michel. Eh bien, Michel, ce sera pour la prochaine fois. Je suis désolé, il y en a tellement. Michel, promis, revenez, Fabrice, jeudi, vendredi, quelque chose comme ça, en fonction des évolutions. Ouais, on va faire ça en fonction de l'évolution, peut-être vendredi, mais ça s'est un petit peu calmé aujourd'hui. On est toujours en train, on sent que les deux, que ça soit l'Iran ou que ça soit la coalition américaine israélienne, on sent que voilà, il n'y a pas des bombardements aussi massifs qu'il y en a eu au début. Je pense que l'un et l'autre se préparent sur une guerre longue. On va voir si ça s'accélère dans les heures qui viennent. Voilà. Alors, en tout cas, on va se rejoindre donc encore jeudi ou vendredi. On gardait à peu près ces deux jours-là. Pareil, 20h, heure de Paris. Pareil, en live. Pareil, Fabrice nous présentera un petit peu l'évolution de ces derniers jours de manière assez rapide. Et puis après, on passera à vos questions. Donc, n'hésitez pas. Connectez-vous jeudi ou vendredi. Bon, vous voyez sur la chaîne. Justement, alors, comment faire pour savoir quand est-ce que sera l'émission? C'est tout simple. Il faut activer la cloche. Voilà, c'est la meilleure pub pour activer la cloche. Activez la cloche, ça vous permet d'avoir toutes les notifications sur tous les programmes. Demain, ce sera Claude Janvier
qui nous présentera son 100% janvier. Et puis, fin de semaine, ce sera le retour de Fabrice et de Xavier dans le Divergence. Et puis, semaine prochaine, normalement, on aura le retour d'Alain Soral et de Xavier Moreau en duo, tous les deux en dialogue. Donc, faites un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la même avec vos amis, ça nous fera très plaisir. Bien évidemment, on s'abonne, on active la clochette. Voilà, merci Calmos, voilà, qui nous fait la bonne promo. Bon élève. Fabrice, tiens, je te passe en haut, hop, je descends en bas, comme ça on voit les commentaires. Bravo, monsieur Sorlin. Bonne soirée, malgré toutes ces mauvaises nouvelles. Bon, voilà. Et Ariane, on est tous derrière toi. Alors, je ne sais pas qui est Ariane. Peut-être le fil d'Ariane pour les Français qui sont à l'étranger, notamment ceux des Émirats. On a vu beaucoup d'influenceurs qui étaient en pleine panique, qui subitement retrouvaient leur passeport. Donc, ça tombe bien. Voilà. Le patriotisme revient aux Émirats Arabes Unis pour nos Français de Dubaï. Fabrice, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci d'avoir été nombreux sur ce live. On se retrouve jeudi, vendredi sur Divergence.